Nvidia, les résultats d'Nvidia qu'on suit tout autant que les réunions de la Fed. Nvidia va continuer à se développer rapidement dans les prochains mois parce que manifestement l'appétit des gens de la tech pour les puces Nvidia, cet appétit est toujours au rendez-vous. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bon, les ventes d'Nvidia ont doublé sur un an. Incroyable. Bénéfices dépassent les 19 milliards de dollars sur un trimestre, c'est dingue. Et pour autant, on voit bien que Wall Street ne cède pas à l'euphorie après ces résultats, qui sont quand même exceptionnels. Post-résultat, hors bourse, en hors séance, l'action a perdu, je sais pas, 2% et quelques. Il y a une forme de déception, c'est le paradoxe, malgré des résultats qui sont spectaculaires. C'est ça, là, aujourd'hui, la réalité? Ouais, je ne suis pas sûr qu'il fallait s'en inquiéter. On avait un peu la même chose sur le stade de Microsoft, si vous en souvenez, qui était aussi très bon et l'action avait baissé. Il y a deux éléments. Il y a les résultats. Bon, ils sont stratosphériques. N'oublions pas que c'est la 6e fois d'affilée qu'on a des résultats bien meilleurs qu'attendus pour Nvidia. Donc en fait, quelque part, ce qui est compliqué, c'est que bien meilleur, mais un peu moins meilleur. Ce qui est marrant, c'est que le marché s'attend à des résultats meilleurs que... Il faut que les résultats soient meilleurs que ce qui est attendu. Ah non, mais ça devient dingue. Et, voilà, même plus que ce qui est attendu. Bref. Bon, l'action est très chère, l'action s'est envolée, et c'est le prix, c'est la contre. Oui, alors cher, vous le disiez vous-même. Le problème, c'est quand vous avez 100% de croissance. Vous savez, c'est une statistique amusante. Sur le trimestre, Nvidia fait plus de résultats que de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est quand même un truc, quand vous voyez des boîtes qui ont 1 ou 2... Voilà, le résultat net de Nvidia, c'est quasiment 60% de son chiffre d'affaires. On a des boîtes qui ont 1% de résultat net par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est des résultats qui sont exceptionnels. Et un deuxième point qui est intéressant que j'aimerais développer, c'est justement comprendre la structure du marché qui a changé. C'est-à-dire quand vous êtes une petite société, ou des sociétés plus cycliques, comme STMicroelectronics que vous voyez, quelque part, vous attendez les résultats, c'est bon, c'est pas bon, le titre bouge. Quand vous êtes des sociétés qui sont les plus gros poids pour Nvidia du monde, donc de tous les indices, que tout le monde achète dès qu'ils font des allocations avec des ETF. En fait, c'est plus vraiment au moment des publications que les mouvements se font. C'est comme d'ailleurs le faisait LVMH dans la phase ascendante, plus entre les publications que les gens rachètent les indices, donc en rachètent et que le titre monte. Et c'est plus forcément au moment de la publication que la performance se fait. Parce qu'en fait, la réalité est de se poser la question, qui va racheter un titre juste après la publication? Qui ne voulait pas d'Nvidia et maintenant en voudrait? Et donc en fait, c'est vrai que les schémas de progression de ce type de méga stocks qui sont très via les ETF et moins dans la réaction aux résultats, donne des mécanismes un peu différents auxquels il faut aussi s'habituer, je pense. Quand on est valorisé 110 fois ces résultats 2024, c'est le PER, Price Earning Ratio d'Nvidia, on ne peut pas décevoir et il faut à chaque fois faire mieux que ce qui est attendu. Encore une fois, je ne crois pas que ça ait déçu, je crois juste que pour que le cours monte, il faut un nouvel acheteur marginal qui n'aurait pas voulu d'Nvidia il y a un mois et qui en voudrait plus aujourd'hui. Tout le monde en a, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont... des trésoreries qui vont se redéployer, qui vont se réinvestir, y compris dans le S&P, et ça fera des flux. Mais c'est vrai que voilà, il y a moins cette capacité à réagir à une bonne surprise. Mais encore une fois, Nvidia a trop habitué les investisseurs à des résultats toujours largement au-delà des attentes. Là, c'est largement au-delà, c'est plus largement au-delà des attentes. Oui, et d'ailleurs, vous voyez bien que le métrique que vous donnez n'a plus de sens. C'est-à-dire que quand vous avez une société qui, sur des trimestres, progresse à coût de 20% par trimestre, votre multiple, en fait, il n'existe déjà plus parce que votre premier trimestre 2024, c'est déjà plus une base de comparaison. Ouais. Et quand votre suivant, il est encore attendu à plus de 10%, au bout d'un moment, en réalité, vous regardez vos multiples de l'année prochaine. Et donc, c'est vrai que le sujet sur Nvidia n'est pas tant la valorisation ou autre que juste des gens qui, même parfois, en ont acheté 1 ou 2%, qui, avec la progression, se retrouvent à 5 et qui ont besoin d'écréter un peu. Enfin, vous voyez, on est dans des éléments qui sont plus techniques que simplement l'appréciation. Tout le monde trouve que c'est une super boîte. Donc vous êtes toujours fan. Il y a quand même des sujets d'inquiétude quand même. On se pose des questions sur est-ce qu'ils pourront produire des puces assez vite, notamment les puces de dernière génération. Est-ce qu'il n'y a pas un plateau qui est atteint en matière de dépenses, d'investissement des géants de la tech? Est-ce que les concurrents, allez, je vais jusqu'au bout, est-ce que les concurrents type AMD ou Intel ne sont pas en train de devenir plus agressifs? Est-ce que Nvidia va rester en monopole? Pardon, c'est toutes les questions qu'on se pose. Alors, il y a des sujets qui sont très différents. Il y a un sujet qui vous dit est-ce qu'ils vont réussir à produire. C'était le sujet qu'on avait par exemple dans l'âge d'or de ASML. Blackwell, ouais. On avait dans l'âge d'or de ASML. Globalement, une boîte qui n'arrive pas à produire face à la demande, c'est jamais un problème. C'est-à-dire que la demande est tellement forte qu'on galère. Voilà, ça n'est jamais un problème. Aujourd'hui, quand on se dit si Nvidia va réussir sur sa prod avec les trucs qui chauffent, non, c'est pas un problème. En revanche, l'idée de se dire on a deux étapes. Vous l'évoquiez d'ailleurs dans l'interview précédente très justement. Première étape, infrastructure. Deuxième étape, usage. Donc la première étape, c'est plus pour justement des sociétés comme Nvidia. La seconde, ce sera peut-être plus des boîtes de logiciels avec une transition entre les deux. Ça, c'est une réalité. Après, Nvidia a pris beaucoup d'avance. Ça lui permet d'avoir des marges énormes. Il faut se rendre quand même compte que le marché est déçu par 73-74 de marge brute. Il faut se rendre compte de la dinguerie du truc. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde d'avoir une marge aussi élevée, non? Dans le luxe.
peut avoir dans le luxe des valeurs. Mais globalement, on ne peut pas avoir 110 de marge brute. Donc à un moment, quand une boîte fait des croissances à 100 pour 95, peut-être 50 l'année prochaine, le sujet d'avoir 75, 78 de marge, on s'en fout en fait. Oui, mais c'est ça. Avant, c'était 100% de croissance. Maintenant, les prochaines, ça sera 50% de croissance des ventes. Et puis après 40, puis 30. Et puis, Oui, mais le problème, c'est qu'une fois que vous aurez fait ça, ça et ça, votre multiple ne sera plus du tout aussi élevé. Parce que votre multiple décroît très vite quand vos résultats augmentent. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Ouais, augmente moins vite, mais augmente quand même. Donc forcément, votre ratio, si vos résultats augmentent, lui, il décroît très vite aussi. Et vous voyez, Nvidia se paye quasiment ce qui se payait avant le début de l'IA. C'était les mêmes types de multiples, sauf que les chiffres d'affaires ont explosé. Alors forcément, en termes de capitalisation, c'est plus du tout la même chose. Mais je pense que voilà, il y a trois, à mon avis, sujets dans les résultats d'Nvidia. Il y a est-ce qu'ils sont bons? Oui, ils sont exceptionnels. Deuxième sujet, c'est l'appréciation du marché. C'est un sujet GAFAM, c'est-à-dire quand une société dans tous les portefeuilles, énorme dans tous les indices, est-ce qu'elle réagit à la publi ou est-ce qu'en fait c'est devenu plutôt des flux constants qui se déversent qui vont faire monter le titre? Option 2, réponse 2. Et puis le troisième sujet, c'est qu'est-ce que ça nous dit de l'économie? Parce que vous le disiez vous-même, c'est plus attendu que la Fed. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, le résultat d'Nvidia, ce qui est publié, est plus important pour l'économie mondiale qu'elle ne l'est pour le cours de Nvidia. Parce que Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous analysez une société, il y a des choses qu'ils vous disent. Quand vous regardez par exemple les sociétés cycliques comme STMicroelectronics ou comme Saint-Gobain, l'investisseur, il attend quoi? Il attend de savoir si on a passé le point bas cyclique. Est-ce que les baisses de taux arrivent, l'investisseur qui a une épargne qui est moins bien rémunérée va commencer à consommer le plus, et du coup ça va aider toutes ces sociétés cycliques. Puis quand une société, comme par exemple, je prends l'exemple de Stellantis, a du stock, vous voyez très bien si les stocks augmentent ou s'ils baissent, et donc si les gens reviennent. Quand vous regardez une société qui n'arrive déjà pas à produire, vous voyez moins ça. Par contre, vous dites aussi, on a un monde qui démographiquement est en train de s'effondrer. C'est une thématique qui revient de plus en plus, même si nous on en parle chez Arbevel depuis longtemps. Si la croissance liée simplement au fait qu'on est plus nombreux, donc on consomme plus baisse, il faut des relais de croissance. Et là, l'IA, Nvidia, c'est vraiment le reflet, le miroir de cette croissance mondiale et du potentiel de l'intelligence artificielle à stimuler la croissance mondiale. Et là, ce qu'il vous dit, c'est plein de superlatifs pour dire que la demande est complètement délirante pour leurs puces. Donc, la personne qui cherche à savoir si on peut retrouver un peu de croissance dans un monde qui manque des ressorts traditionnels et qui lit la publication d'Nvidia, il a un très bon message. Bon, le titre, aujourd'hui, il a plus que triplé depuis le début de l'année. On se dit qu'il y a encore du potentiel. Enfin, en même temps, on pourrait se poser la question tous les 3 mois et à chaque fois, on dirait que finalement, même si on ne sait pas, oui, ça monte toujours. En fait, la question que je vais vous poser, elle est différente. C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le titre peut monter la semaine prochaine, etc. À ces niveaux de valorisation, le titre, il s'est tranquillement effondré pendant 3 semaines, puis il est remonté au plus haut. On n'en sait rien. La vraie question, c'est est-ce que dans 5 ans, il est vraisemblable que le titre vale plus qu'aujourd'hui? Et ça, objectivement, c'est vrai pour la quasi-totalité des GAFAM. Et donc, c'est ça qui fait que dans un portefeuille, c'est difficile de les lâcher parce que votre idée que dans 5 ans, oui, aujourd'hui, c'est un peu cher, mais quand votre tendance, elle est comme ça, voilà. Vous savez, je me souviens, en 2011, les gens disaient, le Nasdaq, il a fait des plus hauts historiques avant tous les autres indices, c'est une bulle. Il a quasiment fait x10 depuis. Donc en fait, l'argument maintenant pour les actions américaines, ce n'est pas un argument du petit potentiel qui reste ou du recouvrement de court terme comme nous on peut l'avoir sur l'Europe, c'est est-ce que dans 5 ans vous aurez gagné de l'argent en faisant ça? Sur une société comme Nvidia, c'est vraisemblable, mais l'investisseur qui se dirait maintenant je vais m'intéresser plus au cas d'usage et au logiciel aurait un argument qui se défendrait également. Bon, et quand la BCE nous dit qu'il y a une bulle sur les valeurs de l'IA, c'était hier, qui pourrait éclater si les attentes très élevées des opérateurs étaient déçues. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle est dans son rôle d'ailleurs? Alors déjà, elle est dans son rôle parce qu'effectivement, l'investisseur doit se méfier de ces segments. Parce que pour une société comme Nvidia, il y en a d'autres, je vous rappelle, par exemple, qui n'ont pas eu leur compte audité. Enfin, il y a plein d'autres acteurs plus petits qui attirent les capitaux avec des mots magiques. À d'autres étapes, c'était plutôt le Bitcoin qui faisait ça. Maintenant, le mot IA est le mot un peu qui attire les capitaux. Il y a aussi des levées de fonds privés. Tout le monde peut être séduit par ça et aller dans des choses qui ne seront pas le gagnant. Donc dire attention, il y a beaucoup de buzz autour de ça, tous les projets ne se valent pas. C'est son rôle aussi. Après, il y a quand même un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup parlé du métaverse, on a beaucoup parlé, je sais pas, de l'impression 3D, autant de technologies qui sont valides, où l'adoption et l'impact dans nos vies restent aujourd'hui encore assez marginal. Quand on prend l'intelligence artificielle, je veux dire, ça change quand même aujourd'hui le quotidien qu'on a, alors même que c'est une techno qui est extrêmement récente. Donc l'idée qu'il y a une adoption réelle est quelque chose d'évident. Des bulles sur l'IA, potentiellement, nous dit la BCE. Voilà. Mais l'idée en revanche qu'au-delà de Nvidia, l'IA c'est beaucoup plus large, il y a beaucoup de gens qui s'y engouffrent sur des projets qui n'ont pas tous la même valeur et qu'il faut rester sélectif et pas réagir aux mots magiques. Je pense que ça n'est pas absurde. Je vous rappelle qu'elle nous avait dit la même chose sur, vous savez, les tokens, là, les non-fungible tokens, tous ces trucs qui un peu qui ont eu des parcours divers. Donc, je pense qu'elle est dans son rôle, et c'est aussi quelque part ce qui justifie notre travail, de dire il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a toujours dans tous les secteurs des gens qui surfent sur une vague et des gens qui créent la vague.
Voilà, il faut y faire un peu Mais attention. bulle ou pas bulle sur Nvidia? Non, mais non, sur Nvidia, honnêtement, encore une fois, il y a une croissance qui va être élevée. L'année prochaine, je crois qu'on est à 40 fois sur les forwards. L'idée qu'au-delà de 2025, il y a quand même encore de la croissance, même si elle ralentit, c'est clair. Donc, que ça puisse baisser, oui, mais... La concurrence AMD, Intel, qui sont de plus en plus agressifs. Oui, après, qui ont des marges beaucoup plus faibles. Hein. On est 20 points en dessous sur AMD, à la moitié sur Intel. Mais encore une fois, moi, je vais vous dire, pour moi, la définition d'une bulle, c'est quoi? C'est un actif que vous achetez parce que vous pensez que ça va monter, quel que soit le rationnel, comme par exemple sur certains coins un peu débiles ou comme vous l'aviez. Là, vous avez un cas d'usage qui est réel, vous avez une valorisation, vous avez des gens qui l'achètent, vous avez des performances qui sont en cible. Donc dire que c'est potentiellement aujourd'hui trop cher, encore une fois, si vous êtes là pour 5-10 ans, je pense que ce n'est pas un sujet, mais c'est un raisonnement qui se défend. Dire que c'est une bulle Nvidia, je pense que c'est un terme qui est très excessif parce qu'on n'est pas dans la définition d'une bulle de l'achat pour que ça monte. On est sur une vraie réalité opérationnelle. On n'achète pas des tulipes. Hyper bien valorisé. Voilà, bien valorisé, mais avec des performances qui le justifient quand même. Hein. Ouais. Ça délivre derrière. Mais voilà. Allez, merci beaucoup. Explication, c'est Thibaut Prébat, directeur général adjoint de la financière Abevel. Merci.